bien, la série sur la neuroplasticité va faire une pause durant l'été. Et ce que je vous propose durant les prochaines semaines, ce sont des extraits vidéo de la soutenance de ma thèse doctorale, soutenance qui a eu lieu en 2012. Donc, cette semaine, je vous propose donc l'exposé de la recherche qui portait sur l'expertise scientifique, donc plus précisément sur les mécanismes cérébraux liés à l'expertise scientifique. Et au cours des prochaines semaines, je vais présenter certaines des réponses que j'ai données à des questions des membres du jury. Parmi ces questions, il y a « Est-ce que la neurodidactique est de la didactique? Est-ce que l'approche neuroscientifique n'est-elle pas réductrice? » Il y a également « Quel est le rôle du cortex singulaire antérieur en éducation? Faut-il éviter l'erreur à tout prix ou l'utiliser comme une porte d'entrée à l'apprentissage? » Et finalement, quelles sont les pistes de recherche en neurodidactique des sciences? Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute de cette chaîne Cerveau et à l'apprentissage et on se revoit en septembre. Bon après-midi, je suis très heureux d'être ici pour vous présenter les résultats d'une étude portant sur les mécanismes cérébraux liés à l'expertise scientifique en électricité. Les résultats mènent à penser que les experts en sciences n'ont jamais changé leur fausse conception et que, grâce à l'inhibition, ils arrivent à répondre de façon scientifique. Ça, c'est la thèse qui va être soutenue aujourd'hui via tous les résultats obtenus dans cette recherche-là. La problématique dans laquelle s'inscrit cette recherche est une problématique bien connue du domaine de l'apprentissage et de l'enseignement des sciences. C'est le problème de la persistance des conceptions des élèves. On sait que les conceptions spontanées des élèves s'opposent souvent aux connaissances scientifiques à enseigner. On sait également que ces conceptions inappropriées sont difficiles à modifier. Et parce qu'elles sont difficiles à modifier, ça pose tout un problème pour l'enseignement des sciences, dont le but va être précisément d'essayer de faire évoluer ces conceptions. Il y a tout un domaine de recherche qui s'est intéressé à cette question-là. Donc, pourquoi les conceptions sont difficiles à faire évoluer, mais aussi comment peut-on faire évoluer ces conceptions. Et ce domaine de recherche, qui porte sur les conceptions et les changements conceptuels, nous a apporté des informations précieuses sur les conceptions des élèves. À l'heure actuelle, on sait que les élèves ont des conceptions erronées par rapport à plusieurs phénomènes naturels. On connaît aussi dans chacun des domaines quelles sont les conceptions les plus fréquentes puis les plus résistantes au changement aussi. Mais on en connaît relativement peu sur le changement conceptuel. On ne sait pas si le changement conceptuel est quelque chose de généralisable à différents domaines, tels que la chimie, la physique, la mécanique. On ne connaît pas non plus les processus qui peuvent être en jeu dans ce changement conceptuel-là. Et on ne connaît pas non plus quel est le statut exact des connaissances antérieures des élèves. Juste à titre d'exemple, dans la littérature de recherche, il y a plusieurs modèles de changement conceptuel qui sont proposés. Certains sont en complémentarité par rapport aux autres, mais certains sont en radicale opposition. Comme par exemple, Vosniadou soutient que les conceptions des élèves découlent de cadres théoriques naïfs, assez bien structurés, qui sont basés sur des présuppositions épistémologiques et ontologiques. Pour Dissessa, c'est complètement le contraire, c'est-à-dire que les connaissances antérieures ne sont pas structurées, sont formées en fait d'éléments fragmentés qui doivent être, au cours du changement conceptuel, progressivement structurés. Donc, on voit dans ce champ de recherche du changement conceptuel différents modèles, certains en complémentarité, mais d'autres en opposition. Et ça nous mène à penser qu'il est pertinent de faire de nouvelles recherches dans ce champ-là pour apporter des nouveaux éléments de connaissance, mais aussi d'apporter des éléments de connaissance, des éléments avec des méthodologies et des technologies qui n'étaient pas disponibles auparavant. Et c'est ce que propose cette recherche. On propose d'utiliser une technique qui s'appelle l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Cet appareil-là permet de voir quelles sont les régions du cerveau qui sont plus activées, plus ou moins activées, lorsque les gens réalisent une tâche, qui peuvent être résoudre des problèmes en sciences, par exemple. Et l'utilisation de ce type de technologie dans le domaine du changement conceptuel comporte certains avantages. Ça permet d'ajouter un nouveau niveau d'analyse qui a été jusqu'ici inexploré dans ce domaine-là. Ça permet d'avoir accès à une nouvelle variable dépendante qui n'était pas disponible auparavant. Donc, en plus d'avoir
les résultats de questionnaires ou d'entrevues, on peut également avoir accès à une nouvelle information précieuse qui est l'activité cérébrale. Ça permet d'utiliser une nouvelle méthodologie qui est susceptible non seulement de fournir de nouveaux éléments de connaissance, mais aussi qui est susceptible de pouvoir trianguler les résultats déjà obtenus à partir de d'autres approches. Et finalement, c'est une approche qui permet de tenir compte directement des contraintes biologiques qui peuvent être liées à l'apprentissage. Tout ça, donc, ce problème de la persistance des conceptions des élèves, le fait que les processus de changement conceptuel sont encore mal connus et l'intérêt d'utiliser de nouvelles technologies mène à cette question de recherche, qui est quels sont les mécanismes cérébraux liés au changement conceptuel en sciences. Quelques recherches se sont intéressées à cette question. Et certaines de ces recherches pointent vers l'idée que peut-être l'inhibition jouerait un rôle dans les processus de changement conceptuel. Voici quelques-unes de ces recherches-là brièvement. Il y a une recherche qui a montré que parmi différentes fonctions exécutives qui sont habituellement situées dans le lobe préfrontal, l'inhibition est la variable qui permet le mieux de prédire le gain conceptuel lors d'un apprentissage concernant la pression des gaz. Une autre recherche a étudié spécifiquement les mécanismes cérébraux en lien avec le changement conceptuel en mécanique et a montré que l'inhibition jouerait possiblement un rôle dans le changement conceptuel en mécanique. Une autre recherche a montré que lorsqu'il y a perte d'inhibition suite au vieillissement ou suite à des maladies neurodégénératives telles que les maladies d'Alzheimer, on assiste à un retour à des conceptions qu'on retrouve habituellement, surtout chez les enfants. Donc, le fait de perdre la capacité d'inhibition semble amener les personnes qui ont ces maladies neurodégénératives-là à retourner vers un mode de pensée qui était au début du processus d'apprentissage des sciences, dans le fond. Mais c'est quoi juste l'inhibition? Vous savez que le cerveau est constitué de neurones. Ces neurones communiquent via des neurotransmetteurs excitateurs et inhibiteurs. Les neurotransmetteurs excitateurs vont venir contribuer à l'activation d'un neurone, tandis que les neurotransmetteurs inhibiteurs vont au contraire venir nuire ou même empêcher l'activation des neurones. Donc l'inhibition, c'est un mécanisme par lequel il y a des réseaux de neurones qui vont venir empêcher l'activation d'un autre réseau de neurones qui serait par ailleurs activé spontanément s'il n'y avait pas cette inhibition active-là. Ça, c'est au niveau cellulaire. Au niveau des régions cérébrales, ou autrement dit des mécanismes cérébraux liés à l'inhibition, il y a beaucoup de recherches en neurosciences cognitives qui ont utilisé différentes tâches qui impliquaient de l'inhibition, à la fois de l'inhibition verbale, numérique, motrice et autres. Et toutes ces recherches-là convergent vers l'idée que le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal, plus précisément deux régions du cortex préfrontal, le ventrolatéral et le dorsolatéral, sont systématiquement activés davantage lorsqu'il est nécessaire de faire de l'inhibition dans une tâche. Il y a certaines recherches qui pointent vers l'idée aussi que le cortex frontal médial pourrait jouer un rôle aussi dans l'inhibition, mais c'est pas dans toutes les recherches de façon systématique. Un aspect intéressant par rapport aux recherches antérieures portant sur les mécanismes cérébraux liés au changement conceptuel est la stratégie qu'ils ont employée, de comparer des experts et des novices. Et cette stratégie-là repose sur le fait que les processus de changement conceptuel, on le sait, sont difficiles. Ils peuvent nécessiter du temps. Combien de temps? On ne le sait pas exactement. On ne sait pas combien de temps, mais on pourrait penser que c'est un processus qui se déroule sur quelques années. Donc, de faire une comparaison directe au niveau de l'activité cérébrale avant et après le changement conceptuel n'est pas quelque chose de facilement réalisable à l'intérieur d'un laps de temps réaliste. Et c'est pour ça que ces chercheurs ont recours à la stratégie de comparer des experts qui ont non seulement suivi une formation scientifique poussée, mais que les réponses laissent entendre qu'ils ont réalisé un changement conceptuel. Et comparer cette activité cérébrale-là des experts à des novices qui, eux, n'ont pas suivi de formation poussée en sciences et dont les réponses montrent qu'ils ont des conceptions erronées par rapport à certains phénomènes naturels. Cette stratégie-là, elle est imparfaite parce que ça ne permet pas de mesurer
directement les différences d'activité cérébrale chez un individu avant et après le changement conceptuel. Mais en prenant bien soin de fixer des critères rigoureux au niveau de la sélection des experts et des novices, ça permet d'avoir une idée quand même des processus qui sont en jeu dans l'acquisition de l'expertise scientifique. Un autre aspect intéressant des recherches antérieures est qu'aucune ne s'est intéressée aux mécanismes cérébraux liés à l'électricité. Alors que pourtant, le domaine de l'électricité est l'un des plus documentés dans la littérature de recherche avec la mécanique. Et on en sait beaucoup sur ces conceptions-là. On sait quelles sont les conceptions les plus fréquentes, mais on sait aussi quelle est la conception la plus fréquente au tout début du processus de changement conceptuel. Donc, si on prend des gens qui ont une formation scientifique vraiment très minimale, de jeunes enfants, on se rend compte que cette conception selon laquelle un seul fil est nécessaire pour allumer une ampoule est fréquent au tout début des processus de changement conceptuel. Et on pourra se baser sur cette information-là pour construire la tâche qui sera demandée aux participants, comme je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc, les recherches antérieures pointent vers l'idée que l'inhibition joue peut-être un rôle dans les processus de changement conceptuel. Et on sait que l'inhibition est en lien avec quelques régions clés. On en arrive à l'hypothèse, dont le but en fait, c'est de vérifier l'hypothèse selon laquelle l'inhibition jouerait un rôle dans l'expertise scientifique en électricité. De façon plus opérationnelle, ce serait de vérifier si les experts en sciences activent davantage que des novices des régions associées à l'inhibition, c'est-à-dire le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal. Dans quel contexte? Lorsqu'ils doivent répondre à des questions portant sur des circuits électriques, montrant des ampoules connectées à une pile par un seul fil. Donc, pour atteindre cet objectif-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné des novices et des experts en sciences. On a fait notre possible pour que les deux groupes soient les plus équivalents possibles. C'est-à-dire qu'on a recruté seulement des droitiers, puisqu'il y aurait des différences cérébrales plus fréquentes au niveau des gauchers et droitiers. Donc, on se limite à un seul groupe, ce qui est courant dans ce genre d'études-là, de prendre seulement des droitiers, seulement des hommes, seulement des personnes âgées entre 19 et 30 ans, seulement des étudiants au baccalauréat, à la fois chez les novices et chez les experts, pour contrôler le niveau d'éducation. Et ce qu'on a fait, c'est que les novices devaient non seulement ne pas avoir de formation universitaire poussée, en fait, ils ne devaient même jamais avoir suivi de cours optionnels en sciences. Ça veut dire qu'il n'y avait pas pris de cours à option au secondaire ni au cégep. Donc, une formation la plus minimale possible, à l'exception, bien sûr, des cours obligatoires de sciences. Nos experts, ce sont aussi des étudiants du baccalauréat, mais du baccalauréat en physique, principalement en deuxième et troisième année. Donc, qui ont un parcours, une formation scientifique beaucoup plus poussée, en ayant suivi les cours optionnels au secondaire, les cours au cégep, mais également les cours avancés de physique universitaire. Voici le profil rapide des participants. Donc, on a 12 novices, 11 experts, qui ont une moyenne d'âge de 23 et 22 ans. On a, pour s'assurer que les deux groupes étaient les plus équivalents possibles, on a exclu les gens qui présentent une moyenne universitaire atypique. C'est-à-dire, on a exclu ceux qui présentaient une moyenne universitaire inférieure à 2,3, puis on a exclu aussi ceux qui présentaient une moyenne universitaire supérieure à 4,1 sur 4,3. On leur a aussi demandé leur cote R des études collégiales. Et on a fait notre possible pour faire en sorte que les deux groupes soient les plus équivalents possibles à ce niveau-là aussi. On peut voir par contre qu'il y a une légère différence. La cote R des novices est de 27, alors que la cote R des experts est plutôt de 31,7. Comme je le disais, ce sont tous des droitiers, tous des hommes, tous des étudiants au baccalauréat. La différence sur laquelle ils diffèrent fondamentalement, c'est leur formation. Les novices sont des étudiants en sciences humaines, provenant de baccalauréat en sciences politiques, en administration, en philosophie et d'autres, tandis que les experts sont des étudiants du baccalauréat en physique. En plus de leur avoir administré un questionnaire préalable qui vérifiait que les novices avaient des fausses conceptions concernant l'électricité, en plus d'avoir vérifié que les experts n'avaient pas de fausses conceptions
en électricité lorsqu'ils répondaient au questionnaire. On s'est assuré qu'à l'intérieur de l'appareil d'imagerie, les novices montraient des conceptions erronées dans plus de 90 % de leurs réponses, tandis que les experts montraient des réponses scientifiques dans plus de 90 % de leurs réponses. L'appareil qui a été utilisé, c'est un appareil d'IRMF, d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, tout simplement parce que c'est la seule technologie non invasive qui permet de mesurer l'activité du cortex singulaire antérieur, qui est une région qui est située sous le cortex préfrontal. Plus précisément, l'appareil qui est utilisé, c'est un appareil de 3 Tesla de l'unité de neuroimagerie fonctionnelle de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Donc, les participants à l'intérieur de l'appareil devaient répondre à ces questions-là. On leur présentait des films de circuits électriques. On leur demandait pour chacun des circuits électriques, est-ce que le circuit est correct ou incorrect? Donc, ici, chaque ligne représente un fil électrique, différentes ampoules. Dans ce cas-ci, les novices auraient tendance à dire que ce circuit-là est correct. Donc, c'est correct qu'une ampoule s'allume si un seul fil lie cette ampoule à la pile. C'est ce qu'on appelle des circuits non naïfs dans le cadre de cette recherche. Il y a d'autres types de circuits où l'ampoule connectée à la pile par un seul fil ne s'allume pas. Et dans ce cas-ci, les novices diraient que cette situation-là est incorrecte, alors qu'elle est correcte au niveau scientifique, ce qu'on appelle des circuits scientifiques, en fait. Et on a une troisième catégorie de circuits, les circuits de contrôle, où l'ampoule s'allume, même s'il y a une coupure ici, pour le fil. C'est une situation de contrôle parce qu'à la fois les novices et les experts vont répondre que cette situation-là est incorrecte. Donc, c'est une situation à laquelle les deux groupes peuvent répondre sans qu'il y ait intervention de fausses conceptions. Donc, c'est une façon, ça nous aide dans l'interprétation des données, comme vous allez le voir tantôt. Donc, en résumé, il y a des films ou des circuits scientifiques, 20 pour chacun des participants. Donc, chaque participant a répondu à 20 circuits scientifiques, 20 naïfs, 20 de contrôle, puis il y avait également des périodes de repos qui ont été considérées. Sans entrer dans les détails de l'analyse, puisque l'analyse est bien décrite dans la thèse, du moins je l'espère, juste passer rapidement, c'est une procédure plutôt classique d'analyse de ce type de données-là, où on fait une correction du mouvement, suivi d'une normalisation, suivi d'un lissage qui permet d'améliorer le rapport signal sur bruit. Puis ensuite, ce sont des comparaisons statistiques plutôt classiques. Pour comparer nos experts et nos novices, on a fait un test T à 2 échantillons et on a fait ce qu'on appelle une analyse à effet aléatoire ou de second niveau qui permet de généraliser les résultats même si on a un nombre restreint de participants. On a fixé le seuil à P plus petit que 0,001. Habituellement, les tests statistiques reposent sur le seuil de 0,0005. Je recommence, 0,05. Mais comme on fait de multiples tests statistiques, si on utilisait ce seuil-là, ça ne serait pas assez strict. Il y aurait trop de probabilités qu'on voit des activations qui ne sont pas de réelles activations qui ont eu lieu. Donc, on fixe un seuil plus strict. Il y a d'autres façons de fixer le seuil, notamment ce qu'on appelle des seuils corrigés, mais le nombre de participants dans notre étude ne nous permettait pas de faire ces seuils corrigés-là. Donc, on a pris ce seuil de 0,001, qui est par ailleurs souvent utilisé dans ce genre d'études-là également. Donc, les résultats. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les différentes conditions. Donc, les périodes de repos ou de fixation, les circuits de contrôle, circuits scientifiques, circuits naïfs. Dans la colonne, ici, on a les régions qui sont plus activées chez les novices comparativement aux experts. Ici, on a les régions plus activées chez l'expert que chez les novices. Chacune des images ici représente en fait l'image d'un cerveau vu d'en haut, mais d'un cerveau transparent, ce qui nous permet de voir en une seule image l'ensemble des activations à l'intérieur de tout le cerveau. Et ce qu'on observe d'abord, c'est qu'il y a des différences significatives entre les experts et les novices. Déjà, c'est un résultat intéressant à noter. Quelle est la nature de ces différences-là? On voit ici qu'une région qu'on appelle le cortex dorsolatéral, le cortex préfrontal dorsolatéral, est plus activé chez les novices lorsqu'on leur présente des films contrôle et des films scientifiques. On s'attendait un peu à ce résultat, parce que le cortex dorsolatéral est en lien avec la mémoire de travail, aussi avec la comparaison et la sélection de réponses. Donc, on pourrait s'attendre à ce que les novices
qui ont moins d'expérience dans ce genre de questions-là aient besoin de plus de mémoire de travail pour résoudre ce problème-là. Et c'est sans doute pour cette raison qu'on observe cette activation supplémentaire. On observe aussi que chez les experts, à qui on présente des circuits de contrôle, il y a une région qui s'appelle le gyrus angulaire droit qui est plus activée. Le rôle précis de cette région n'est pas aussi connu que d'autres. Par contre, on sait que c'est une région qui est située à mi-chemin entre le cortex visuel, le cortex pariétal, puis le lobe temporal aussi. Donc, on peut penser que c'est une région qui fait le relief entre les informations visuospatiales de la situation et peut-être des processus de réflexion plus internes et qui sait l'accès à des connaissances déclaratives ou antérieures. Mais ça reste à vérifier. Okay? Donc, des différences entre experts et novices. Mais ce qui est le plus saisissant dans la figure, c'est qu'on observe que ces différences sont somme toute mineures et limitées à une seule région. Avec une exception, lorsqu'on présente les circuits naïfs, on observe de nombreuses régions qui sont significativement plus activées chez les experts. Que signifie au juste l'activation de ces régions-là? Il y a des régions postérieures, situées derrière le cerveau, parce qu'ici c'est devant, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. On observe le gyrus angulaire droit dont je vous ai parlé tantôt. On observe aussi une activation bilatérale, c'est-à-dire des deux côtés au niveau du cortex occipito-temporal gauche, qui est une région habituellement associée à l'identification d'objets. Donc, ces deux régions-là nous laissent entendre que les experts sont en train de mobiliser des régions en lien avec du traitement visuospatial. On a également des régions plus antérieures, et c'est celles-là qui sont les plus pertinentes dans le cadre de cette recherche-là. On remarque que le cortex singulaire antérieur, le cortex préfrontal dorsolatéral, mais aussi ventrolatéral, et également le cortex frontal médial, sont plus activés chez les experts que chez les novices. On l'a vu tantôt, ce sont des régions qui sont systématiquement rapportées dans les études en neurosciences cognitives concernant l'inhibition. Donc, ces résultats laissent entendre que l'inhibition, que les experts doivent mettre en place, mobiliser une capacité d'inhibition pour répondre aux circuits électriques naïfs. Mais qu'est-ce qu'ils inhibent au juste? Que doivent-ils contrôler? Que doivent-ils désactiver? L'hypothèse qui nous semble la plus plausible à ce stade-ci, c'est que les experts auraient toujours dans leur cerveau la trace de fausses conceptions et que grâce à leur formation scientifique, ils arrivent à inhiber les réseaux de neurones qui sont en lien avec ces fausses conceptions-là pour finalement répondre de façon scientifique à la situation. Donc, qu'est-ce que ces résultats-là apportent à nos connaissances sur le changement conceptuel? Ça apporte l'idée que l'inhibition semble jouer un rôle dans les processus de changement conceptuel, ce qui a été rarement discuté dans la littérature sur le changement conceptuel. Pourtant, ça s'avère, à mon avis, fort intéressant. Les résultats pointent aussi vers l'idée que les conceptions inappropriées ne semblent pas disparaître suite à une formation scientifique poussée qu'ont reçue les experts. Alors ça mène au fait que, qu'est-ce qui se produit au juste lors d'un processus de formation scientifique ou de changement conceptuel? Il y a deux modèles qui sont compatibles avec les données qu'on a obtenues. Le modèle de la coexistence et de l'intégration. Dans le modèle de la coexistence, une conception initiale erronée, suite à un processus de changement conceptuel, est conservée et une autre conception scientifique est développée à côté, en quelque sorte. Donc, les deux coexistent à l'intérieur de la personne et l'inhibition de cette conception-là permet l'expression de cette deuxième. Mais l'autre possibilité, c'est que les conceptions sont formées d'éléments, ici représentés par des cercles, par exemple, et que ces éléments-là sont conservés au cours du changement conceptuel, mais peuvent être réorganisés et peuvent être complexifiés en ajoutant des éléments supplémentaires. Cette approche n'est pas sans rappeler les approches, par exemple, de DiCessa, Stevie E.T. Rush, et aussi de Brown, qui proposent que les conceptions sont formées d'éléments sous-conceptuels, comme en fait des structures de raisonnement intuitif, structures de raisonnement qui permettent de construire des explications par rapport à des phénomènes naturels. Donc, deux modèles, les données ne permettent pas de dire lequel des deux modèles est le plus approprié.
Par contre, les modèles qui supposent un effacement ou un remplacement radical des conceptions antérieures ne sont pas compatibles avec les données qu'on a obtenues ici. Qu'est-ce que les résultats peuvent maintenant apporter à l'enseignement des sciences? Le devis de recherche n'a pas été optimisé pour obtenir des prescriptions pédagogiques précises. Alors, il faut être très prudent, tant qu'à moi, lorsqu'on pense à appliquer les résultats qu'on a obtenus ici dans un contexte de classe. Par contre, le concept d'inhibition a un fort potentiel pédagogique. Et on peut espérer que dans les prochaines années, qu'on puisse développer une pédagogie de l'inhibition, c'est-à-dire de savoir quels types d'interventions peuvent favoriser l'inhibition chez les étudiants. On a déjà quelques pistes à ce propos. On sait que les alertes émotives et un travail sur l'identification des réponses pièges sont très efficaces pour développer l'inhibition au niveau des erreurs de raisonnement logique. On ne sait pas en sciences, par exemple, mais on sait qu'en logique, ça fonctionne très bien. On sait aussi qu'il est possible de développer la capacité générale d'inhibition. Il y a toutes sortes d'exercices qui ont été développés, notamment pour aider les élèves atteints du trouble déficitaire de l'attention, qui permettent de développer l'inhibition. Est-ce que le développement général de l'inhibition ne pourrait pas aider l'apprentissage des sciences? C'est à vérifier. Et dernier point, comme les conceptions antérieures ne disparaissent peut-être jamais, il va falloir faire des allers-retours constants entre les conceptions inappropriées et les théories scientifiques qu'on cherche à enseigner. Et ça, pas juste au début du processus. Souvent, on dit au début du processus de changement conceptuel, il faut expliciter les conceptions, faire le lien avec les conceptions antérieures des élèves pour construire de nouvelles conceptions. Comme les conceptions inappropriées ne disparaissent jamais, possiblement qu'il faut toujours s'assurer qu'il y ait un maximum de liens entre les deux conceptions, donc les conceptions inappropriées et les conceptions plus scientifiques. Donc, quelques pistes. Donc, en conclusion, les résultats mènent à penser que les experts en sciences possèdent toujours des conceptions inappropriées en électricité et qu'ils doivent inhiber ces conceptions-là pour répondre de façon scientifique. C'est un résultat intéressant, mais qui ouvre la porte à plein d'autres questions. Et cette recherche présente aussi des limites qui mènent à d'autres recherches. Je vous en présente juste quelques-unes rapidement. D'abord, il serait très intéressant de comparer les mécanismes cérébraux avant et après un changement conceptuel directement. Je vous le disais, c'est plus compliqué techniquement parce que ça prend quelques années, mais ce n'est pas impossible à réaliser. Surtout qu'il existe maintenant certaines formes de projets de recherche qui peuvent se dérouler sur un horizon de 5 années, ce qui rend plus possible ce type de recherche-là. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait faire dans les prochaines années. Parce que les résultats obtenus concernent les mécanismes cérébraux liés à l'expertise scientifique. Il y a plein de liens qui peuvent être faits avec le changement conceptuel, mais ce n'est pas direct. Donc, les sauts conceptuels qu'on pourrait faire entre expertise scientifique et changement conceptuel doivent être faits avec prudence. Donc, ce genre de recherche-là, qui comparerait directement avant et après, sont très intéressants. L'inhibition semble jouer un rôle en électricité, mais qu'en est-il des autres domaines? Déjà, une autre recherche, je vous en ai parlé un peu, pointe vers l'idée que la mécanique impliquerait peut-être de l'inhibition, mais qu'en est-il pour la chimie et les autres domaines? Y a-t-il un seul mécanisme général de changement conceptuel qui serait l'inhibition, ou n'y a-t-il pas plutôt différents mécanismes liés à différents domaines? C'est à voir. Une autre question, et ça j'avais présenté mes résultats dans une conférence, c'est quelqu'un qui était un ingénieur, un chercheur chevronné m'avait dit « Tes experts, ce ne sont pas des experts, ce sont des étudiants en formation. » Effectivement, ce sont des étudiants de 2e et 3e année du baccalauréat en physique. Là. Pour moi, ce sont des experts, ils ont suivi une formation poussée, mais cette personne-là me disait à juste raison « Non, ce ne sont pas des experts, ce sont des étudiants en formation. » Qui mène à dire que peut-être que l'inhibition ne joue qu'un rôle temporaire dans les processus de changement conceptuel. Peut-être qu'après le doctorat ou après quelques années de recherche dans un domaine poussé de la science, peut-être qu'il y a des automatismes qui se sont développés, si bien que l'inhibition n'est plus nécessaire ou n'est plus aussi nécessaire. Moi, je soupçonne que l'inhibition est encore en lien parce que
Parce que les conceptions, si elles n'ont pas disparu après toutes ces années, pourquoi disparaîtraient-elles par la suite? Et les conceptions inappropriées des gens ont leur utilité dans la vie de tous les jours, hein, et servent et sont renforcées souvent dans la vie de tous les jours. Alors, on peut soupçonner que peut-être que l'inhibition serait encore en jeu, mais on ne le sait pas. Donc, en résumé, cette recherche met l'accent sur le concept d'inhibition, dans le fond, puis l'idée que les conceptions antérieures ne disparaissent peut-être jamais, mais il y a encore beaucoup de questions en suspens. On espère que les prochaines années peut-être apporteront des éléments de réponse par rapport à ça. Donc, merci de votre écoute.